dit pétante. Bonjour et bienvenue au SAV de la QVT, la première émission de télévisio qui parle de QVT et rien que de QVT. Ça va bientôt faire 3 ans qu'on se retrouve presque tous les mois pour faire le service après-vente de ce qu'on nous a vendu pendant des années. Des croyances erronées sur le travail, de la QVT bullshit. Nous, chez Wunjo, nous pensons qu'il y a une urgence contemporaine à enclencher une transition comportementale dans nos entreprises et chacune et chacun d'entre nous, nous avons un rôle à jouer en ce sens. Alors ensemble, au SAV de la QVT, on essaye de mieux comprendre ce qui fabrique ce sentiment qu'est le bien-être au travail. On essaie de mieux comprendre comment fonctionnent les coopérations. On essaye de redonner de la valeur à cet acronyme qui est la qualité de vie au travail. On essaye d'honorer le vécu singulier des travailleurs et des travailleuses. Finalement, chez Wunjo, on pourrait se décrire comme des colibris, les colibris d'une vraie QVT, et c'est notre façon à nous de contribuer à l'intérêt général. Je suis Emmanuelle Bessez et j'ai le bonheur de représenter Wunjo. Nous sommes un cabinet conseil et un organisme de formation qui est né il y a 22 ans dans la grande et belle famille qu'est l'économie sociale et solidaire. Nous sommes spécialisés en qualité de vie au travail et avons pour mission, pour raison d'être, de réhumaniser la vie au travail et de faciliter les coopérations professionnelles. Nous sommes les fiers auteurs d'une méthode que peut-être vous avez connue ou peut-être que vous en avez entendu parler, qui s'appelle la fresque de la QVT et qui permet d'impulser sur un temps court une démarche qualité de vie au travail dans la concertation sociale. Vous commencez à me voir venir avec la thématique du jour. Juste avant de vous en dire un peu plus sur le sujet qui va nous occuper pendant l'heure qui arrive, laissez-moi vous dire que nous sommes une boîte un petit peu particulière. Nous fédérons un collectif d'experts, de professionnels qui sont passionnés, qui sont engagés, qui sont militants, qui partagent un socle de valeurs commun avec nous. Et c'est un grand bonheur pour moi de pouvoir vous faire rentrer un petit peu dans l'arrière-boutique de notre structure et de recevoir aujourd'hui l'un des membres de notre collectif, Laurent Léniel, pour ce 26e SAV de la QVT. Salut Laurent. Salut. Bienvenue à toi et merci d'avoir accepté cette invitation à partager tes convictions, à partager tes pratiques, tes bonnes pratiques, tes conseils sur le sujet du jour. Et avant d'expliquer exactement ce dont on va parler, je vais faire cet exercice toujours un peu périlleux de te présenter. Alors, ce que j'ai envie de vous dire sur Laurent, c'est qu'il a 25 années d'expérience derrière lui sur toutes les questions de santé, de sécurité au travail. Les 10 dernières années, il est en statut d'indépendant. Donc, en fait, il se positionne comme un référent externe qui intervient au milieu des équipes pour aider les employeurs à respecter leurs obligations et aider les instances représentatives du personnel à jouer également leur job, à honorer leur mission de préservation des conditions de travail et de contribution à toutes les questions de prévention santé-travail. Laurent est à la fois un auditeur, un consultant, un formateur, un accompagnateur. Pour lui, ce qui compte, c'est d'honorer la préciosité de la vie, de faire en sorte que l'humain au travail ne s'abîme pas et même qu'il s'épanouisse, et de faciliter un dialogue social de qualité, notamment en accompagnant la structuration des démarches de qualité de vie au travail, les obligations légales et les documents qui sont des prérequis et des passages obligés. Et évidemment, c'est ce dont il va nous parler aujourd'hui. Donc, pour ce 26e SAV de la QVT, on a choisi un thème, un sujet qui est aussi stratégique que flou, qui est celui du lien entre les instances représentatives du personnel et la qualité de vie au travail, IRP, QVT, des sigles, des bonnes intentions, des obligations. Et en fait, ce qu'on a vu, nous, chez Wunjo, depuis quelques années, c'est que sur le terrain, les rôles sont souvent mal compris, les missions vont se chevaucher, et au final, on sent qu'il y a comme une énergie collective qui se disperse, des tensions qui se créent, et parfois même les équipes en charge de la QVT qui sont elles-mêmes abîmées, alors qu'elles devraient être les premières à pouvoir bénéficier de la belle portée des démarches qu'elles encouragent. Alors finalement, on peut se poser la question, quel est le rôle exact du CSE et de la CSSCT en matière de qualité de vie au travail? Quelles sont les missions qui leur reviennent entre prévention des risques, santé au travail, amélioration des conditions de travail?
Et puis, quel est le rôle de l'employeur dans tout ça? Et puis, comment on peut articuler avec un comité QVT lorsqu'il préexiste? Est-ce qu'il doit intégrer des collaborateurs du CSE? Est-ce qu'il doit se suppléer à la CSSCT? C'est pour traiter tous ces sujets que nous allons pouvoir, pendant 45 minutes, échanger avec Laurent, l'écouter parce qu'il a beaucoup de choses à nous raconter. Et puis, vous savez, on a la possibilité d'être dans une forme d'interactivité grâce au chat qui est sur le côté de votre écran. Vous posez votre question, vous réagissez avec des commentaires et nous aurons un porte-parole en la personne de Marco, notre standardiste farfelu, qui décrochera et qui fera le SAV de la QVT spéciale CSE. Alors, des exemples concrets, des points de vigilance, des convictions, des partages de bonnes pratiques, des repères opérationnels pour faire de la QVT un véritable levier de dialogue social vivant. C'est ça qu'on vous propose pendant les 45 prochaines minutes. Un webinaire qui est en live et qui est également enregistré. Vous recevrez de la part de Webikeo un lien juste après la clôture de notre émission, vous permettant de revisiter le contenu ou de le transmettre autour de vous. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire en introduction. Ce que je vous propose, c'est que sans attendre, on lance notre émission. C'est parti. Service après-vente QVT, bonjour. Oui, bonjour. Oui, ah ben ça tombe bien, on a Laurent avec nous. Ah ben on va lui demander. Allez, c'est parti. Bonjour Laurent. Alors, au niveau juridique, quelles sont les obligations de l'employeur et quelles sont les attributions du CSE? Alors, pour un point de départ, à partir de 11 salariés équivalents du coup sur 12 années consécutives, l'employeur doit mettre en place des élections. À partir du moment, donc pour un CSE, à partir du moment où on a des gens intéressés on démarre du coup tout le processus du coup des élections et on a plusieurs cas de figure. On a des gens qui vont être dans une entreprise de moins de 50. Donc un CSE de moins de 50 avec des outils, des rôles, des attributions un peu particulières, et au-delà des 50, jusqu'à un seuil de 300, on a aussi des attributions pour ce CSE, donc qui sont complètement différentes des moins de 50, et au-dessus de 300, on a encore plus d'attributions. Alors, pour être un peu plus concret sur ces attributions, les moins de 50 salariés, on parle de... Il n'y a pas d'obligation pour l'employeur d'informer ou de consulter, c'est-à-dire demander l'avis en fait du CSE. Mais par contre, ces moins de 50, déjà, dans leurs attributions, c'est promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail au travers du coup de la prévention des risques, donc les sujets aussi de qualité de vie et conditions de travail qui sont associés. Donc c'est un acteur qui va pouvoir proposer en fait des actions. Mais l'employeur n'est pas tenu de l'informer ou de lui demander son avis. Si on parle de comité QVT, à la limite, ce CSE peut proposer à l'employeur de faire quelque chose. Voilà, ça c'est tout à fait possible. L'employeur peut très bien lui dire, moi j'ai pas envie. Voilà, donc ça fait des attributions qui frustrent beaucoup ces moins de 50. À partir du moment où on est plus de 50 salariés, donc à partir de 50, là naissent ces obligations effectivement de moi, employeur, il va falloir que sur ces sujets, que j'informe, que je consulte, donc que je demande l'avis du CSE sur beaucoup de choses, notamment ces notions de prévention des risques professionnels et de qualité de vie et conditions de travail, si on l'appelle comme ça. À partir de 50, il y a aussi même une obligation de négociation annuelle, donc qui ne vont pas forcément concerner le CSE, ces instances du personnel, mais dès lors qu'il y aurait des instances syndicales représentatives, l'employeur est tenu d'engager annuellement des négociations, y compris sur ce genre de sujet. Voilà. Ça peut être l'objet ensuite d'un accord. Alors certains font un accord QVCT, qualité de vie, conditions de travail, d'autres l'intègrent avec l'égalité professionnelle, pourquoi pas, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il y a obligation d'aboutir à un accord non plus. C'est possible qu'il n'y ait pas d'accord entre l'employeur et son CSE. Je ne sais pas si c'est clair jusque-là, ça va? Tout à fait. Ouais.
Ensuite, donc ça c'est pour parler un petit peu du cadre juridique, hein, mais on verra après l'efficacité dans le fonctionnement, mais à partir de 300 salariés et plus, donc il y a toujours ces notions de négociation, hein. Sachez aussi que sans forcément de représentativité syndicale, il y a aussi possibilité d'engager des accords aussi, des négociations, hein. Bon, c'est un peu plus complexe, mais c'est possible aussi. Mais pour revenir au seuil des 300, c'est un seuil qui impose une commission, donc des groupes de travail sur certains sujets, dont les sujets santé, sécurité, conditions de travail. Et c'est à partir de ce seuil. Alors, c'est aussi une notion obligatoire pour les entreprises, on va dire, entreprises très dangereuses, qui seraient Céveso par exemple. Avec moins de 300 salariés. Ça, c'est aussi une obligation. On peut avoir des entreprises où l'inspection du travail est passée à estimer que de par le contexte du travail nécessitant peut-être une commission particulière, il pourrait imposer, même en dessous de 300 salariés, une commission. Voilà, ça c'est un groupe de travail. Mais ce groupe de travail, c'est juste un groupe de travail. L'employeur n'est pas tenu de l'informer ou de le consulter régulièrement. Voilà. C'est le CSE qui est le seul organe qui peut être informé et que l'employeur doit venir consulter là-dessus. Donc, de la même manière, en fait, un comité QVT pourrait, pour ces 300, être créé ou alors être ce rôle-là confié à cette commission ou pas. En fait, il n'y a pas d'obligation si on parle d'un comité QVCT ou QVT, hein, finalement, il pourrait se retrouver être un groupe de travail comme un électron libre, et c'est ce qui peut générer effectivement des tensions ou un rôle flou pour ce genre de sujet, quoi. Voilà, la seule instance où il y a ces obligations, c'est le CSE, avec éventuellement une commission pour lequel le CSE peut définir les missions particulières de cette commission. Mais là encore, si on parle des plus de 50 et jusqu'à même beaucoup, hein, même au-delà des 300, finalement, à partir du moment où on aurait négocié un accord, où on serait dit, tiens, dans cet accord, on va dire on crée un comité QVT, il faudra que l'employeur et les représentants des collaborateurs, des salariés, se mettent d'accord sur qui il y a dedans, en fait. Voilà. Il peut y avoir des membres du CSE, des membres de la CSCT. Ça, c'est libre au fonctionnement, du coup, de chaque entreprise, finalement. J'ai 3 questions à te poser, Laurent, par rapport à ce que tu viens de dire, qui était donc très clair. On a bien compris en fonction finalement du volume, hein, des effectifs où les pratiques et obligations et attributions diffèrent. Ma première question, tu as souvent dit l'employeur n'est pas tenu de faire ci ou de faire ça, d'informer, de consulter. Même dans ce genre de situation, l'employeur n'est pas tenu. Et évidemment, Aïssian, tu réponds à la question numéro 1 qui porte sur les obligations. Donc, tu parles d'obligations et voilà, et de rôle. Ouais. Je vais mettre ma casquette de petite patronne humaniste. C'est quoi l'intérêt pour le patronat, pour la direction, de ne pas informer, de ne pas consulter? Tu vois, au-delà de la dimension obligataire. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas? Pourquoi, si tu veux dire les sanctions auxquelles il s'expose éventuellement? Non. Pourquoi, en fait, dans l'absolu, une direction, même si elle n'est pas obligée de le faire, pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas, tu vois? Pourquoi est-ce que on se dit pas, voilà, nous, direction, en étant proche des instances représentatives du personnel, on peut mieux comprendre ce qu'il se passe, on est mieux connecté au terrain. Donc finalement, informer et consulter, c'est un atout extraordinaire pour piloter une entreprise. Pourquoi certaines directions ne se saisissent pas de cette possibilité, même si c'est pas une obligation? Parce que pour eux, c'est une obligation en plus. Et souvent, qui ne comprennent pas, ils vont se cacher derrière le je sais pas faire, j'ai pas le temps. Et effectivement, c'est parce que, alors heureusement que ça change, hein, mais de plus en plus, il y a cette vision erronée, et pas forcément toujours erronée d'ailleurs, mais dans l'ensemble souvent erronée, que les instances du personnel sont là pour aller revendiquer coûte que coûte, en fait. Et il y a beaucoup, en fait, cette idée
qu'ont certains employeurs. Donc cette peur même parfois de se dire: «C'est bon, je vais avoir des gens qui vont sans cesse revendiquer des choses et me demander du temps aussi à passer, dans ces réunions et j'ai pas forcément le temps». Moi j'aimerais avoir plus de temps pour développer mon entreprise et malheureusement, il y a certains représentants aussi du personnel qui sont un peu trop là-dedans aussi. Ce qui donne un peu du grain à moudre à ces employeurs qui les voient venir de loin et on n'a pas l'impression qu'on va avoir des gens qui vont aussi vouloir s'investir pour le bien de tout le monde, quoi. Et les intérêts de l'employeur et les intérêts aussi des collaborateurs. Donc en fait, finalement, pour que ça marche, parce que je connais beaucoup aussi d'employeurs qui, justement, ces sujets-là, ça les intéresse aussi. Ils ont envie, ils ont compris bien leur intérêt aussi de mobiliser et engager les personnes pour ne pas être sans cesse dans du recrutement. Et du coup, ce serait aussi travailler sur une forme de reconnaissance aussi de la part pour les personnes qui travaillent dans ces entreprises. Et il y en a qui ont compris l'intérêt en fait qu'ils avaient d'engager ces démarches. Mais arriver à trouver le bon chemin où ils se retrouvent, ils arrivent à dialoguer et c'est pas toujours évident. Effectivement, le dialogue social, il est très compliqué dans ce genre de cas de figure. Voilà. Et il se trouve que voilà, il y a de plus en plus d'employeurs qui mènent ce genre de démarche eux-mêmes. C'est eux qui la pilotent et qui essayent de tirer avec eux des gens mobilisés en fait. Et des gens effectivement du CSE ou c'est l'employeur qui fait la démarche, quoi. Et tant mieux. Bon, on entend qu'il y a un sujet sur des a priori, des connaissances, des compétences, une vision peut-être de retour sur investissement du temps accordé dans le dialogue social qui n'est pas forcément clair. Enfin, pour cause, il n'y a pas d'école pour devenir patron. C'est des sujets qu'on découvre souvent sur le tas. On est rarement accompagné. Et donc, effectivement, le patronat, j'ai envie de dire, peut avoir une représentation parfois un peu archétypale aussi des instances représentatives du personnel. Et comme tu dis, parfois aussi, j'ai envie de dire, c'est avéré que l'objectif n'est pas forcément d'être dans la conciliation. Donc, bon, voilà, l'idée, c'est pas de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. C'est surtout pas ça mon propos. Mais bon, effectivement, si on veut regarder ensemble un sujet qui est celui de la préservation de la qualité de la vie des travailleurs, un dialogue social, on peut dire que c'est quand même une grosse bonne pratique, c'est que le dialogue social soit de qualité et qu'on ait envie de se retrouver ensemble autour de la table pour en discuter. Ouais, complètement. Oui. J'avais une deuxième question. Tout à l'heure, tu disais que potentiellement, il peut y avoir la rédaction et la signature d'un accord QVCT. Oui. Est-ce que tu as des bonnes pratiques à donner sur le contenu, sur son formalisme, sur la régularité de sa révision, par exemple? À partir du moment où il y a un accord, et si je reprends le cadre un peu juridique dont je parlais tout à l'heure sur les négociations annuelles, finalement, les instances représentatives syndicales pourraient remettre en cause et pourraient vouloir modifier chaque année ce genre d'accord. Par contre, moi, mes recommandations par rapport à ce que je vois et quand ça marche ou quand ça marche pas, finalement, même au-delà de remettre en cause cet accord, franchement, à partir du moment où au départ l'accord il a été fait pour que tout le monde soit d'accord, qu'il n'y ait pas d'interprétation du côté de l'employeur et du côté des salariés qui soient différents, franchement, à la limite, l'accord il a plus besoin d'être touché. Et c'est ça le point de départ qu'il faut d'abord établir vraiment un point d'accord et rédiger quelque chose qui convient aux deux parties. Et il faut toujours se mettre dans l'idée qu'il doit y avoir forcément des gens qu'on va mobiliser avec l'idée qu'on ait un diagnostic qui soit posé et que petit à petit on se mette dans l'action. En fait, voilà. Ça, c'est les grands axes qu'il faut retenir, c'est ça. Et que le diagnostic il soit posé par les personnes compétentes aussi, quoi. C'est ça. Voilà. Si je pouvais c'est ça, quoi. Dans notre pratique, on préconise un accord QVT une fois que la démarche s'impulse et qu'on a structuré le comité, etc. Et par contre, on fait inscrire l'intention profonde de la démarche qualité de vie au travail, c'est-à-dire vraiment les enjeux auxquels la démarche répond, les objectifs stratégiques de la démarche. Et on a tendance à faire inscrire les grands axes opérationnels de la démarche, c'est-à-dire du plan d'action
dans l'accord, et donc avec une révision annuelle, puisque si on ne fait pas trop mal notre travail, tous les ans, à minima, on refait un nouveau baromètre avec une nouvelle prise de température, une nouvelle démarche d'écoute, et donc une révision du plan QVT qui vient de s'écouler pendant un an. On construit le plan de l'année suivante. Donc, juste une révision sur le contenu comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui te semble correct? Eh ben, c'est très cohérent parce que justement, j'allais parler d'une obligation qui est arrivée depuis le 1er avril 2022, c'est pas une blague, hein. C'est un décret d'application d'une loi, de la loi de santé de 2021 qui s'applique. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que l'employeur, donc tout employeur, pour les plus de 50, hein, il doit établir donc son évaluation des risques professionnels. Donc de là, normalement, naissent quand même des actions sur la prévention des risques et les conditions de travail. Et on a appelé ça, en fait, un PAPRI-Pacte. Donc, en fait, c'est l'acronyme, hein, du plan d'action sur les risques professionnels et les conditions de travail. Et ce PAPRI-Pacte, effectivement, comme tu viens de le dire, pour le plan d'action QVT, en fait, il doit être présenté chaque année à l'issue d'un bilan. En fait, finalement, on se dit, une année vient de s'écouler, on fait le bilan, et on se dit, on avait prévu ça, on l'a fait, on l'a pas fait, et ok, on clôture le bilan et on repart sur un nouveau plan d'action. Donc c'est complètement cohérent avec la démarche que tu expliquais, qu'il faudrait en fait peut-être intégrer dans le PAPRI-Pacte finalement la notion, les actions qu'il y a dans le plan QVT finalement. Est-ce que tu peux nous faire une petite précision rapide sur le DUERP, juste les obligations sur le sujet du DUERP, parce qu'on entend un peu tout et son contraire. Mais ouais, alors d'ailleurs récemment, j'avais entendu qu'ils voulaient supprimer ça juste après Covid, voilà, mais finalement, à juste titre, il y a une secrétaire d'État qui a pris le sujet à bras-le-corps, et Madame Lecoq qui a dit non, mais surtout pas, il faut surtout pas supprimer ça, parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui disaient mais vous comprenez bien, on sait pas le faire, on y passe du temps, on voit pas trop l'intérêt. Donc aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont pas fait cette démarche, ou qui ne la font pas régulièrement, qui voient pas trop l'intérêt. Mais finalement, pour partir de sa genèse, en 1991, il y a des principes généraux de prévention qui sortent. Le deuxième dit évaluer les risques. Et en fait, ça part de là. Sauf que, voilà, en France, on est un petit peu tant qu'on nous met pas un peu les contraintes, les sanctions à la clé, on a tendance à pas faire, hein. Donc il s'est passé 10 ans après ces principes généraux de prévention. Ils ont dit bon, maintenant ça suffit. On est en 2001, fin 2001, et là ça y est, né par un décret l'obligation de mettre l'évaluation des risques professionnels dans un document qui sera consultable par tout le monde. Et depuis la loi de 2021, même les gens qui partiraient, je suis un salarié, je sais pas moi, entre janvier 2022 et janvier 2032, je m'en vais, je pourrais demander à avoir accès au document unique d'évaluation des risques professionnels, donc le DUERP, pendant les années où j'étais là. Et ce document unique, il va falloir maintenant l'archiver pendant 40 ans. Donc ça colle plus ou moins à la durée du temps de travail. Bizarrement, c'est aussi un élément de preuve qui peut démontrer, qui peut aider un employeur à dire attends, les risques, moi je m'en suis occupé. Alors j'ai travaillé dessus, et vous voyez, hein, en 10 ans, j'ai amélioré des choses. Donc il pourra un peu plus se défendre lorsque quelqu'un montrera peut-être un dossier de maladie professionnelle, et lui, il aura quelques éléments concrets pour dire ok, peut-être c'est arrivé chez moi, mais j'avais quand même fait des choses. Ou alors, après, chaque cas est différent pour ce genre de sujet-là, mais voilà un petit peu ce qui est arrivé récemment, voilà, sur ce document. Voilà. Alors, et je trouve que le nom n'est pas approprié, en fait, il faudrait l'appeler démarche d'évaluation des risques professionnels. Voilà, c'est pas un document. On sort de cette vision, juste le document, je l'ai, je l'accroche quelque part, et n'est pas suffisant. Et tick the case. Ouais. C'est ça. Parce que Yes. Service après-vente activité, bonjour. Oui, bonjour Hélène. Eh bien, on va demander à Laurent. Oui, tout à fait. Oui, Laurent, quels sont les sujets santé et travail que l'on rencontre le plus dans les CSE depuis quelque temps? Intéressant, ça rejoint la question du DUERP et justement des risques qui sont relevés. Ouais. Complètement. Alors, pour vous dire,
et tout fraîchement, alors je viens d'intervenir, moi je fais de la formation pas mal, notamment de CSE, hein, forcément, et de plus en plus dans plusieurs secteurs d'activité, mais là je viens j'ai pas terminé encore, mais je forme pas mal de gens dans le service du coup de l'aide à la personne en ce moment, par exemple, et notamment dans des EHPAD, enfin dans différentes structures. Et les derniers sujets, et pour alors remonter même à 2-3 ans en arrière, dans tous ces établissements et dans les établissements en général, qu'est-ce qui émerge? Les TMS, troubles musculo-squelettiques, malheureusement, qui ne diminuent pas. Et les derniers chiffres de 2024 démontrent que ça continue à monter, les maladies professionnelles relatives à ça. Mais ce qui est encore plus prégnant, et de plus en plus, même s'il y a beaucoup d'employeurs qui commencent à s'en préoccuper, mais peut-être pas forcément toujours de la meilleure des manières, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui, alors c'est un package un peu grossier parfois, mais les risques psychosociaux, où on émet beaucoup de choses dedans. Les risques psychosociaux, c'est le stress et toute forme de violence. Voilà, violence interne, violence externe. Et c'est vrai que les derniers chiffres de 2024 sont assez quand même concrets sur le sujet. On a à la fois des accidents d'ordre psychologique avec des causes, et c'est une des causes, hein, qui sont la dimension psychosociale, voilà, dimension psychologique qui génère effectivement un certain nombre d'accidents, et une hausse considérable des maladies professionnelles, donc une reconnaissance de maladies professionnelles, même hors tableau de maladies professionnelles, qui ont un rapport avec les risques psychosociaux, justement, une dimension psychologique du travail. Et tu parles de troubles psychiques là ou rien à voir avec les troubles psychiques? Si, tout à fait. Ouais, OK. ouais, on est bien là-dessus, ouais. Ouais, ouais. Et alors pour vous dire, même, on a une hausse du coup de la sinistralité chez les femmes d'ailleurs, parce qu'on a quand même constaté que on a on a une baisse des accidents, on va dire classiques, des accidents de travail plutôt pour les hommes, mais malheureusement on a 26% d'augmentation chez les femmes. Finalement, la compensation, la baisse chez les hommes arrive à plus ou moins compenser la hausse chez les femmes. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui plutôt, on a 55% des sinistres, ce sont plutôt les femmes aujourd'hui. Et des Et accidents avec un peu moins graves aussi, non, Laurent? chez les hommes, on a effectivement des conséquences moins graves. Donc on en a un peu moins, mais enfin des conséquences moins graves. C'est des conséquences moins graves d'un point de vue physique, mais les arrêts de travail sont quand même plus longs en fait. Mmh. Donc la dimension psychologique pour retourner au travail, Mmh. elle est assez, elle est en augmentation en fait, et on retrouve, hein, si je reparle du coup des femmes, hein, où là on a vraiment un constat, hein, vraiment. Regarde, j'avais préparé quelques chiffres. On voit quand même que les secteurs où on a ces affections psychiques, sans sans grosse surprise, hein, l'hébergement médico-social, tout le monde du social, Mmh. et on va dire même les professions intellectuelles et des types donc des collèges, en fait, des métiers concernés qui sont plutôt des postes de direction, des postes de cadre supérieur, avec près de la moitié des cas, en fait, notamment des maladies qui ont été reconnues, en fait, maladies professionnelles avec des causes psychiques. Et du On coup, a Laurent, quand on Ouais, entend en fait ouais, excuse-moi, pardon, je te laisse ouais, finir ouais. ta phrase. Vas-y, vas-y, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Quand on se dit que, la structure, finalement des atteintes, de la sinistralité évolue, que ça reste, des sujets qui sont préoccupants et qu'il y a tout cet univers de la santé mentale qui est en train d'exploser finalement. On sait Oui, oui. aussi que cette année, en 2026, c'est la 2e année consécutive, ce qui je crois est historique, où, le gouvernement dit, grande cause nationale. Donc clairement, il y a une prise de conscience que les enjeux de santé mentale sont très importants.
Mhm. On parle, dans notre SAV, là, on parle de la façon dont les instances représentatives personnelles peuvent se saisir de ces sujets. Comment est-ce que on peut outiller, Mhm. sensibiliser, former, rendre compétents Ouais. alors j'allais dire les délégués syndicaux, mais bien plus largement que ça, les Ouais. membres des CSE et des CSSCT quand on a la chance qu'on en ait une. Comment on fait pour les rendre compétents sur ces sujets où il n'y a pas de sang qui coule, parfois des larmes, et où la douleur, elle est à l'intérieur et elle ne se voit pas. Et ouais. Alors ça colle complètement en fait. Alors pour expliquer peut-être pour tout le monde, en 2021 du coup il y a une loi donc qui sort, hein, loi de santé et qui modifie un certain nombre de choses dont j'ai déjà parlé, dont la formation du coup de ces membres en fait des CSE, CSSCT à partir de 11 salariés et plus. Hein. Et qu'est-ce que ça dit? Déjà que le programme pour une personne qui n'a jamais été formée, donc c'est la première formation initiale en fait d'un membre élu, peu importe la taille de l'entreprise finalement, à partir du moment où il y a un CSE, on part d'un socle de base de 5 jours ou dans lequel, effectivement, on retrouve les attributions, le fonctionnement, on regarde un petit peu l'investigation des accidents et arrivent effectivement des sujets comme les TMS, les risques psychosociaux, comment les outiller pour les amener à adopter un dialogue constructif proposé et on les forme effectivement dans ce rôle d'acteur de la prévention et on les forme sur comment évaluer les risques. Donc, forcément, on voit aussi la dimension psychosociale, avec des outils, adaptés pour travailler aussi là-dessus, ouais. Ouais, ouais. Et depuis le temps que je forme, ça fait un bon paquet d'années. Avant, je formais les CHSCT même, hein. Aujourd'hui, c'est plus, les CHSCT, mais ces autres instances, on voit quand même que dans, des situations de travail qu'on aimerait voir s'améliorer, rapidement, on pense à des situations physiques, mais depuis Covid, c'est pas Mmh. compliqué. Mmh. Il y a presque une situation sur 2 où il y a une dimension psychologique dans les risques. Mmh. Et le constat, il est systématiquement fait, parce que quand je fais travailler ces membres du CSE, on regarde après leur document unique, hein, alors parfois, il y en a qui me disent: «Oh putain, mais ça fait, depuis Covid, il a pas été touché» ou alors on l'a modifié juste avant Covid ou alors on l'a Mmh. modifié là, il y a 2-3 ans, mais voilà, notre employeur, il n'a pas forcément trop le temps de travailler dessus. On nous fait travailler dessus pourquoi pas? C'est très bien. À la limite, vaut mieux ça que l'employeur il prenne la démarche et qu'il fasse participer ses salariés Bien pour sûr. le faire vivre. Ça, c'est ce qui est plutôt recommandé. Mais souvent, en fait, quand ils regardent les situations de risques psychosociaux, ils me disent: en fait, mais il n'y a rien, ou il n'y a pas grand-chose. Ou alors, c'est vraiment un tout petit truc qui est censé résumer en fait tout ce qui pourrait concerner les autres, sauf qu'en fait, finalement, on pourrait en extraire un certain nombre de points de détail, quoi, des situations précises et les évaluer différemment. Donc c'est la preuve que c'est encore un sujet qui n'est pas encore assez développé, assez bien évalué. Voilà. Parce que effectivement, c'est à faire. Service après-vente AQT, bonjour. Oui, bonjour Monique. Oui. Ah oui, bah oui, des conseils, des conseils, des conseils. Hein. Oui, Laurent, quels conseils donnerais-tu aujourd'hui au CSE pour mener à bien des actions de QVT? Pour mener à bien des actions de QVT. Déjà, c'est une fois qu'ils sont formés, déjà toujours insister sur la formation. Voilà, s'ils ne sont pas formés, il faut les former. Parce que la formation leur permettra de pouvoir travailler, identifier les sujets majeurs, parce que c'est aussi l'intérêt de l'employeur aussi, hein, que, entre guillemets, on ne pose pas, qu'ils ne posent pas des questions à la con en CSE qui prennent trop de temps à tout le monde, quoi. Franchement, hein. Aujourd'hui, c'est vraiment ça le sujet. Donc, c'est lister les sujets majeurs et dans ces sujets majeurs, forcément, se dire, il y a forcément des situations de risques psychosociaux et si on travaille sur ces situations de risques psychosociaux et TMS, hein, parce que c'est quand même les 2 grands sujets, c'est engager en fait ce genre de discussion, ce dialogue avec l'employeur et convenir ensemble déjà des outils, de la manière
d'établir un vrai diagnostic, quitte même à prendre des outils, alors il y a des outils NRS sont très bien, ou prendre un intervenant extérieur parfois, hein, pour poser vraiment un diagnostic presque expert, voilà, où on va identifier des sujets concrets et pas donner l'impression qu'on s'est occupé du sujet, ce qui est souvent malheureusement le cas. Voilà. L'employeur, alors, il y en a plein qui ont des bonnes démarches et qu'ils veulent se faire, par exemple, un questionnaire maison, etc. Ça, c'est la fausse bonne idée. En fait, faut laisser son métier aux experts, quoi. Voilà, des gens, notamment, qui ont travaillé sur des outils, bah, ils l'ont pas pondu de je ne sais où, quoi. Finalement, la démarche, la manière dont on l'amène et comment on l'explique aux gens, de répondre éventuellement à un questionnaire ou mener des entretiens, c'est ce qui conditionne la réussite de ce genre de démarche. Parce que si les gens, on les prend entre guillemets pour des cons et qu'on leur prend encore un questionnaire de plus auquel ils vont se dire, bon, de toute façon, on a déjà fait je sais pas combien de questionnaires, on n'a pas eu de retour. Ça sert à Ça marche rien. pas. Et c'est ce qui se passe souvent d'ailleurs. Voilà. Donc finalement, c'est déjà se mettre d'accord sur l'outil qu'on va utiliser, comment on le déploie, et ensuite, on fait un point régulièrement ensemble sur moi, je conseille quand même des temps courts, hein, parce que répondre à un questionnaire, hein, ça prend pas 2 semaines, quoi. Finalement, ça peut être des entretiens aussi individuels de 45 minutes, 1 heure, au-delà d'un questionnaire. Vous voyez, il existe plusieurs outils. Voilà. Il faut pouvoir déjà connaître différents outils qui portent leurs fruits, qui sont vraiment approuvés par des psychologues du travail. Et ensuite, on mène ce genre de démarche rapidement. Il faut établir un calendrier, un planning du coup du déroulé de ces questionnaires et ensuite de la restitution, mais que ça prenne pas des plombes. Voilà, qu'on fasse dans un temps court, parce que ça prend pas non plus 6 mois pour faire un diagnostic, c'est pas possible. Non, puis au-delà de ça, à un moment donné, l'humain, il n'attend pas non plus et il y a une telle impermanence et une telle vitesse dans la façon dont le sujet évolue que si entre le moment où on décide de réaliser un diagnostic et le moment où on commence à mettre en place une action, il se déroule 6 mois, 9 mois, 1 an, en fait, on a toutes les chances d'être à côté de la plaque. Tout à fait. Ah oui, oui. Oui, parce qu'en plus, il peut y avoir les risques psychosociaux, il y a plusieurs choses. Il y a des situations d'urgence, et là, c'est cellule d'urgence. On organise du coup dans l'entreprise, pour les CSE, hein, on a des personnes qui sont formées en tant que référents harcèlement. Mais référent harcèlement, c'est sur un sujet précis, agissement sexiste et harcèlement sexuel. Mais ça donne l'impression à l'employeur que il s'occupe un peu aussi des autres types de harcèlement. Mais en fait, non. Il faut se poser la question aussi, situation d'urgence et de ce type-là, comment on gère la chose pour que on puisse vraiment distinguer ces actions différentes. Parce que le sujet dont on parle, c'est se dire, on pose un diagnostic et on fait de la prévention. Pour l'instant, on n'a pas de sujet brûlant encore. Donc il faut vraiment voir 2 axes différents sur ce genre de sujet-là. Les situations d'urgence, c'est une chose, et ensuite, on essaie de faire de la prévention, c'est une autre chose. Voilà. Pour ne pas polluer les discussions et polluer les réunions, parce que c'est systématiquement ce qui va se passer. Et puis l'employé, il a peur de ce genre de sujet-là, donc il va dire non, non, chez nous, on n'a pas de ça. Et à juste titre, parce qu'il y aurait malheureusement des gens qui pourraient s'engouffrer là-dedans et les conséquences seraient quand même dommages, quoi. Voilà, elle pourrait faire des dégâts, quoi. Et c'est pas l'objectif, quoi. À la question qui était posée là par Monique sur les conseils à donner au CSE, donc si je résume, tu dis se mettre d'accord en fait sur une méthodologie, des outils, un planning pour Exactement. que le diagnostic soit partagé, le diagnostic de situation, l'état des lieux soit partagé, et donc qu'il y ait aussi un accord sur les objectifs à atteindre, en fait, qu'on soit sûr qu'on va tous ramer dans le même sens. Voilà. Exactement. Tout à fait. Donc ça, c'est la base. Et c'est vrai qu'en termes de méthodologie, souvent, nous, ce qu'on entend aujourd'hui sur le terrain, c'est en fait, le sujet, c'est plus de se mettre à la qualité de vie au travail, c'est comment on va faire pour s'y mettre. Et il y a une espèce de grand brouillard autour de la méthode, des étapes,
Donc, on a une Bah oui. autorité de tutelle qui est l'ANAC, qui définit une méthodologie avec des grandes étapes. Bon, finalement, quand on la lit et quand on s'y intéresse un peu, on est sur de la chefferie de projet, on est sur des méthodes de qualité qui sont assez classiques. Oui, L'essentiel, si on t'entend, c'est c'est d'arriver à la rendre frugale, pas trop longue dans le temps et c'est concertée. ça. Ok, donc ça serait ton Exactement. premier grand conseil. Pour l'intérêt de tout le monde, quoi. Ouais. Exactement. Le deuxième, tu l'as donné, je pense, un petit peu plus tôt quand tu parlais de la nécessité de compétences des Oui. CSE. Bon, avec cette Ouais. formation de 5 jours, etc. Est-ce Ouais. que tu aurais un conseil à donner? J'espère qu'aujourd'hui, il y a eu plus de 150 personnes qui sont inscrites à ce webinaire, donc on sait que c'est un sujet qui intéresse. On a une trentaine Oui. de personnes connectées. Peut-être qu'on a des employeurs qui sont là et pas seulement des représentants, des instances représentatives du personnel. Quel Bien sûr. conseil tu pourrais donner aux employeurs pour permettre au CSE de bien mener des actions QVT, puisqu'on rappellera que dans le CSE, il y a le représentant employeur. Alors, première chose, moi, ce que je dirais, c'est que il faut envoyer ces gens en formation. Parce que les gens, à partir du moment où ils seront formés, ils seront crédibles. C'est-à-dire que lorsqu'on forme, quand on monte en compétences, ben, ces formations doivent leur servir aussi à travailler pour le bien de leur entreprise, en fait. Qui prendre soin de tout le monde, y compris le patron, en fait. Ouais. Parce que quand on est une instance du personnel, on ne prend pas soin que de l'ouvrier ou de l'employé, hein, en fait. On prend soin de tout le monde. Et on a un intérêt à travailler avec l'employeur pour arriver à faire en sorte que l'entreprise, on ne la pénalise pas, au contraire, qu'on la fasse grandir. Donc, ça va forcément avoir un impact sur les résultats de l'entreprise aussi. Les gens, s'ils sont contents de venir, forcément, ils passeront peut-être moins de temps, ils seront plus efficaces, ils feront peut-être moins d'erreurs. Enfin, il y a tout ça, ils vont peut-être moins s'arrêter aussi. Il y a un certain nombre d'enjeux qui sont très très forts, quoi. Et après, on aura toujours des têtes, entre guillemets, des têtes butées, hein, des syndicalistes qui voudront imposer leur manière de voir, etc. Après, tout dépend des personnes. Voilà, on en a ça. Il y a des gens bien partout dans les syndicats. Il y a aussi des gens même qui sont pas syndiqués, qui sont aussi têtus, qui voudront toujours revendiquer. Mais à partir du moment où on a des gens formés, moi j'engage aussi les employeurs à se former aussi, si c'est pas déjà le cas, déjà on arrivera à entre guillemets ne pas perdre de temps en réunion, parce que le temps qui est perdu en réunion, c'est lorsqu'on va au conflit, quoi, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, que le dialogue il est rompu. Finalement, ça ne sert à personne du tout, en fait. Donc finalement, le premier conseil que je donne aux employeurs, c'est envoyer vos CSE en formation et formez-vous aussi. Voilà, ça c'est le premier. Et ensuite, en fait, vous travaillez sur une stratégie, des objectifs de développement de votre activité, aussi, et adopter peut-être un management participatif, c'est déléguer, responsabiliser, faites confiance à des personnes qui seraient, je pense, lorsqu'on les a identifiées, quand on les a un peu mises en valeur, c'est des personnes qui vont s'impliquer, s'engager, en fait. L'engagement collaborateur, il passe par la confiance que donne son chef d'entreprise. Voilà, c'est ce que je dirais, moi. Chez Wonjo, on a une vision de la QVT que tous les acteurs du marché ne partagent pas forcément. Bon, c'est ainsi. Et j'aimerais bien que tu réagisses par rapport à ça. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de prévention, de santé travail. Là, tu viens de parler d'indicateurs qui pouvaient montrer une qualité de travail qui serait altérée. Nous, on considère que bien-être et bien-faire, c'est les deux faces d'une même pièce, et que si la qualité de vie au travail, c'est un sentiment de bien-être au travail, donc on parle bien de santé, bien sûr. Tu viens de parler des dirigeants qui sont souvent les grands oubliés des démarches d'évaluation et de la bienveillance, finalement, alors qu'on sait que le poisson pourrit toujours par la tête, pardon pour l'expression pas jolie, mais qu'à un moment donné, un patron qui va pas bien, c'est aussi une boîte qui va pas bien, ou un manager qui va pas bien, c'est une équipe qui va être plus en difficulté. J'aimerais bien que tu me dises si toi, sur le terrain, tu vois des CSE et ou des CSSCT, quand on a la chance, encore une fois, d'en avoir une, qui va traiter le sujet de la qualité de vie au travail au-delà de la pure question de santé au travail, mais qui va aller aussi sur des sujets de performance, dit autrement d'efficacité, de qualité du travail, puisqu'on sait qu'il y a un impact aussi évidemment sur notre santé mentale,
puisqu'on a besoin de se reconnaître dans notre travail, d'être fier de ce qu'on fait. C'est un peu comme la santé physique et la santé mentale qui sont totalement indissociables. Est-ce que, voilà, tu vois dans les actions qualité de vie au travail, dans la façon de penser QVT, tu vois, dans les CSE, cette logique plus productive, plus opérationnelle? Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr, et je dirais même que je vois le bon sens, en fait, dans des entreprises, là, avant tout, en fait, au-delà des contraintes législatives, réglementaires, à partir du moment où, là, je pense surtout à un de mes clients, où on a une entreprise, du coup, qui a été fondée il y a quelques années, on reprend un héritage familial. Avant tout, voilà, je connais les personnes qui sont dans l'entreprise, moi, dirigeant, voilà, je veux aussi amener ma patte, ma touche, et en fait, finalement, je fais les choses avec du bon sens. Ouais. Et j'ai pas besoin d'avoir un CSE pour avoir engagé des actions QVT, QVCT. Même faire de la prévention des risques, je la fais naturellement. Et en fait, finalement, quand on voit toutes les contraintes documentaires qu'il y a autour de ça, alors moi, aujourd'hui, j'accompagne cette entreprise depuis un petit moment, et j'ai fait en sorte de faciliter, en fait, simplifier toutes ces démarches écrites. Alors, il en faut un minimum, mais je ne voulais pas pourrir ou ralentir l'engagement qu'avait ce dirigeant, et il a réussi à embarquer tout le monde. Parce qu'il reste sur de la proximité, du parler vrai, de finalement arriver à mélanger tous les objectifs de l'entreprise. Et par moment, se dire, là, peut-être que là, on va être un peu en difficulté, donc là, on ralentit sur des choses, mais pas au détriment de ça. On pense collectif. Ouais. Et effectivement, c'est le de l'employeur qui fait qu'on intègre tout ça. Service après-vente à QED, ça sonne, ça se bouscule. Là, bien sûr, au standard. Oui, Monique. Oui. Allez, on va lui demander. Oui. Laurent, qu'est-ce que tu penses des actions QVT qui sont menées en parallèle du CSE aujourd'hui? Très bonne question. Alors, franchement, si au départ, il y a eu un accord qui définissait un comité QVT qui est différent du CSE, différent de la CSST, mais que au départ, les règles étaient bien établies, notamment avec l'employeur. Il y a un membre de l'employeur ou plus, il y a des membres du CSE, et on s'est mis d'accord sur l'émission vraiment du comité, et que ce comité fait un rapport, le présente en CSE régulièrement, que tout le monde est au courant. Ça, c'est le fonctionnement optimal. Tout va bien, pas de souci. À partir du moment où c'est chacun fait son truc dans son coin, ça ne marche pas. Parce que ça génère des conflits. Ah non, c'est nous, le CSST, c'est nous, c'est marqué dans le réglementaire du CSE, c'est nous qui avons des missions particulières là-dessus. Alors pourquoi vous, comité QVT, en plus nous on n'y est même pas, pourquoi vous le faites? Vous voyez, là ça commence un peu à se marcher dessus. Et là, forcément, quand on se marche dessus, on n'est pas content, quoi. Donc franchement, c'est la meilleure chose, c'est au départ, si on fait un comité de QVT qui est différent, faut déjà mettre les règles en place du fonctionnement. Sinon, si on fait un électron libre presque à part, forcément, ça va générer des conflits avec les autres acteurs du sujet, quoi. Et ça ne peut pourrir la démarche, quoi. Ouais. C'est important d'entendre, en fait, parce qu'il y a quand même un flou méthodologique autour de cette histoire de créer des comités QVT ou commissions QVT, groupes de travail QVT. Enfin, on entend plein de façons différentes de formuler la chose. C'est pareil, on a quand même un prescrit avec notre accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail de 2013 et 2020. Donc, il y a un prescrit. Mais par contre, quand on cherche, et c'est aussi pour ça qu'on fait ce SAV aujourd'hui, on en avait fait déjà il y a un an avec Monique Obsor. On essaye de trouver un petit peu les façons de fonctionner qui vont être finalement les plus intelligentes, les plus productives, les plus respectueuses de toutes les parties. Mais alors, parfois, on se retrouve avec un comité QVT qui va faire tout ce qu'il peut pour faire avancer les choses, qui va être représentatif dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire avec une personne qui représente chaque métier, chaque site. Là où parfois, on a des IRP qui n'ont de représentatif que le nom. Parce qu'il y a des carences de candidats, parce qu'il y a moins de moyens, pour tout le contexte qu'on connaît. Et donc, parfois, c'est pas
c'est pas simple. ben non, en fait, c'est une histoire de ressources, d'énergie. Des fois, c'est hyper sexy de se dire on lance un comité QVT, allez, c'est parti. Il y a 10 personnes qui lèvent le doigt, il y a une énergie incroyable. Et puis, au bout d'un an, on se rend compte que il n'y a pas d'heure de délégation. Donc, déjà, on fait ça en parallèle de son boulot. Voilà. Pas de pouvoir de Oui. décision, puisqu'en fait, Eh on oui. est juste une instance de force de proposition, au mieux un organe de pilotage d'une démarche qui a été validée avec les instances représentatives du personnel, mais il n'y a pas de pouvoir, pas de budget voté. Mais oui. Donc, quand le comité se retrouve un peu comme un petit satellite au milieu d'une planète où il y a déjà des organes, et puis là, on a le QSE qui arrive et qui dit salut, en fait, c'est un peu mon sujet, moi aussi, quand même. Hein. Oui, tout à fait. Et la RH qui débarque et qui dit mais oui, mais nous, au service RH, il y a quand même, ça s'appelle de plus en plus richesse humaine, le service RH. Ouais, Donc, ouais. on se retrouve avec des plaques tectoniques et des zones qui sont super, super floues, en fait. Ouais, ouais. Franchement, moi, ma recommandation par rapport à ce genre de comité, à partir du moment où on est moins de 50 salariés, la question, elle se pose même pas. Le comité, c'est qui? Ben, c'est le dirigeant de l'entreprise, le président du CSE, avec son CSE, qui vont décider, et qui vont se dire, ah tiens, peut-être que c'est vrai qu'on a quand même plusieurs sites, et on n'est pas tous sur le même site, peut-être que ça vaut le coup qu'on demande on mobilise d'autres personnes qui rentrent dans notre comité. Mais le point de départ doit partir finalement du CSE, quoi. Et ensuite, les plus de 50, mais c'est pareil, en fait. Le seuil qui est un peu critique, c'est 300. Ouais. Mais le même fonctionnement jusqu'à moins de 300. Là, à 300, on commence à avoir une commission, un groupe de travail. Et c'est là où il faut être malin. C'est qu'en fait, déjà que c'est qu'un groupe de travail, la commission, parce qu'en fait, la CSST, l'employeur, il va organiser les réunions, il y en a 4 dans l'année, et finalement, ouais, on va traiter des sujets, des accidents, certains risques, et ceux qui ne font pas bien le job, parce qu'il y a aussi un flou là-dessus, n'ont pas réussi toujours à articuler le travail de la commission, nous, CSE, finalement, on n'en a jamais le retour. Ben, ça va pas non plus, ça. Donc moi, j'accompagne de plus en plus des CSE à faire en sorte qu'il y ait toujours un reporting de tiens, la CSST, elle s'est réunie, elle avait été missionnée par le CSE sur des sujets, donc feuille de route, et ensuite, à chaque fois qu'il y a une réunion CSE après une réunion CSST, en fait, il y a un petit rapport, un bilan de on s'est dit ça dans le groupe de travail CSST, et tiens, d'accord, le CSE, écoute, et là, on va se dire, ok, peut-être poser des questions sur le contenu s'il y a des questions, et ensuite, très rapidement, on se dit, on valide éventuellement le rapport que nous fait la CSST, ou alors, peut-être que la CSST nous alerte sur tel ou tel sujet, et ça voudrait peut-être dire, une nouvelle mission va arriver, ou alors un point sera peut-être développé à une prochaine réunion CSE. Mais il faut que ce soit quand même l'instance qui régule, qui anime le sujet, c'est l'employeur avec son CSE. Voilà. On crée un comité QVT ou autre chose, peu importe. Voilà. Mais l'instance légale qui existe, c'est le CSE, qui lui a des attributions, et plus on a de salariés, plus il y a des contraintes aussi, des obligations et des moyens pour faire quelque chose. Voilà. Un peu mon message pour que ça marche. L'objectif, c'est que ce soit efficace pour tout le monde, en fait. Voilà. C'est ça. Eh bien, écoutez, moi je vous laisse parce que j'ai ma réunion justement CSE et ce midi on le fait à la cantine. Donc c'est des réunions qui marchent très bien. Surtout que là on a eu un accord de la direction. On a dit nous le lundi c'est poulet. On veut du poulet. Qu'est-ce que vous voulez du poulet? Les cuits, c'est pas tout poulet. Chicken nuggets, chicken frings, chicken in the house, chicken. C'est pour votre bien. J'arrive les gars, poulet. Merci les amis et à très bientôt. À bientôt, Marco. Merci Marco. Merci Laurent pour tout ce que tu nous as partagé. Tu es inarrêtable. Ça, on le savait que tu étais passionné par le sujet. Ouais. Mais tu as été hyper clair, hyper pédagogue. J'invite d'ailleurs toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire à donner une petite note, une petite évaluation, nous mettre des commentaires parce qu'on aime aussi comprendre
comment vous avez perçu nos sujets, nos réponses. Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Est-ce que ça vous a plu? C'est important pour nous. On est dans cette démarche d'amélioration continue. Avant de laisser tout le monde partir peut-être à la cantine manger du poulet avec Marco, je voulais dire si vous avez encore des questions. Alors, je m'en excuse par avance. Il y a quelques commentaires ou questions qui sont arrivés dans le chat et qu'on n'aura pas eu le temps de partager à l'écran ou à l'oral. Sachez que vous pouvez contacter Laurent, bien sûr, et il est accessible sur LinkedIn. Vous le trouverez aisément. Puis vous recevrez le petit doc que là, je vais vous partager directement par mail de la part de Webikeo. Vous pouvez faire confiance à Laurent pour intervenir dans vos organisations. Vous l'avez bien compris, sur toute la dimension évaluation des risques professionnels et parfois même spécifiquement sur la dimension RPS si c'est nécessaire. Pour prendre soin de cette démarche d'évaluation et de cet outil qui s'appelle le document unique, évidemment, l'élaborer, le mettre à jour, vérifier que le PapriPact prend tout son sens et que ce n'est pas simplement un tableau accroché à la cantine. Et puis pour former à la fois les acteurs des IRP et les dirigeants, vous l'avez bien compris, pour être capable d'animer cette démarche de prévention qui, encore une fois, honore la vie que donnent les travailleurs et les travailleuses chaque jour qu'ils viennent bosser dans nos boîtes. Et puis, vous pouvez aussi faire intervenir Laurent pour tout ce qui est culture EHS, donc tout ce qui est audit, accompagnement et formation. Et donc là, voilà, sollicitez-le. Il saura vous faire une réponse pour vous donner la bonne solution. Je profite de l'occasion pour faire un petit peu de pub malgré tout, puisque Wunjo organise ce webinaire aussi parce que nous, on a un outil, on a notre propre approche et notre propre méthodologie d'audit et de diagnostic de la qualité de vie au travail. On utilise un outil qui s'appelle MaQVT, qui est une web application et qui est le seul outil aujourd'hui en France qui permet d'évaluer la qualité de vie au travail personnelle, donc qui permet à chaque travailleur, chaque travailleuse, de remplir un questionnaire ergonomique et intuitif et au bout d'une vingtaine de minutes, d'avoir la réponse à cette question « Comment ça va pour moi au travail ?» L'objectif, c'est pas de dire qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui va pas autour de moi, à l'extérieur, c'est vraiment de porter le regard sur soi et qui permet en un clic de générer un baromètre collectif. Donc, quand Laurent disait, voilà, un questionnaire, ça ne doit pas prendre 2 semaines et il est hors de question d'avoir les résultats dans 3 mois ou dans 6 mois. Nous, avec MaQVT, on a une génération du rapport qui se fait en un clic en live et qui même peut se faire évidemment face au personnel quand on est à l'occasion d'une fresque de la QVT. Si vous avez envie de tester cet outil, on propose de manière inédite aux participants et aux participantes du SAV de la QVT de pouvoir le tester gratuitement, puisqu'encore une fois, comme c'est un usage individuel et un usage collectif, vous pouvez faire l'expérience de ce processus d'écoute salariale en vous retrouvant en tête-à-tête avec un consultant ou une consultante de notre équipe. Pourquoi pas avec Laurent si vous décidez que vous avez envie de passer du temps de qualité avec lui, puisque Laurent est également formé à cette méthode et à cet outil. Et ça vous permettra aussi de discuter de comment ça peut se générer sur une dimension collective à l'occasion de la fresque. Donc, juste quelques instants sur ce sujet. La fresque de la QVT, elle existe depuis fin 2022 et c'est une occasion de réunir le personnel dans l'objectif de réaliser cet audit complet, qualité de vie au travail, dont risques psychosociaux, et de pouvoir en faire un sujet de conversation, de créer un espace de discussion géant qui permet à tout le monde, de manière simultanée, d'avoir un accès aux véritables sujets, enjeux, convergents pour le collectif de travail, de voir aussi où il y a des spécificités sur certaines unités de travail, sur certains métiers, peut-être sur certains services ou sur certaines implantations, et qui permet sur le format, le plus grand format, le format original qui est la taille L, sur 7 heures ou sur 2 fois 4 heures, d'engager au travers d'ateliers d'intelligence collective la coécriture d'un plan d'action d'amélioration des conditions de travail. Tout ça se fait évidemment dans la concertation et en appui avec le CSE. Ce sont des interventions qui sont finançables par vos OPCO puisque Wunjo est organisme de formation certifié Calliope. Je vous donne une dernière petite chose avant de vous laisser partir. J'avais envie de vous partager le fait que chez Wunjo, en fait, on accompagne des démarches QVT, on forme des comités QVT au long cours. C'est de la formation accompagnement pour savoir écrire une feuille de route QVT, savoir la déployer, savoir également la piloter, évaluer son efficacité.
partager avec le personnel au fur et à mesure l'avancement, remobiliser, etc. Et on s'est rendu compte l'année dernière qu'il y avait potentiellement dans certaines organisations un petit peu consistantes des personnes qui apprécieraient de pouvoir avoir un rôle particulier auprès de leurs collègues pour pouvoir être à leur écoute, pour pouvoir les accompagner dans une meilleure compréhension de ce qui se passe pour eux en matière de vécu. Et donc là, je vous parle de QVT vraiment personnel, individuel. Donc chez Wonjo, on lance au 2e trimestre de l'année 2026 un nouveau dispositif très inspiré de ce que peuvent faire nos amis canadiens, qui s'appelle Sentinelle QVT. On va en fait former des collaborateurs et des collaboratrices qui sont très souvent dans nos premières touches, là évidemment, des membres de CSE, de CSSCT, mais également des préventeurs, des collaborateurs des services RH. En fait, on va les former à savoir guider un entretien en tête-à-tête avec tout collaborateur qui aurait envie d'avoir un espace pour mieux comprendre ce qui se passe pour lui, pour évaluer sa qualité de vie au travail, pour être écouté tout simplement. L'idée est plutôt d'offrir un espace qui permette de faire émerger les solutions avec la personne, en aucun cas de donner des conseils ou de se suppléer ni à un médecin, ni à un psychologue. Donc voilà, c'est une formule très expérimentale qu'on s'apprête à lancer et si ça vous intéresse, on pourra vous en dire plus. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez poursuivre les échanges. On est très joignable et disponible l'un comme l'autre par email ou sur LinkedIn. Et puis, si ce SAV vous a plu, voilà, merci de nous le dire, merci de le faire savoir. C'était le 26e épisode. Il y en a 25 qui sont stockés sur notre chaîne YouTube, accessible directement sur YouTube en tapant Wonjo et QVT. Et je vous invite tout particulièrement à aller regarder le dernier épisode qui était animé avec une avocate qui s'appelle Laure Etiennet, justement sur les questions de prévention et sur la capacité à mobiliser les RH et les managers dans des logiques de prévention. Parce qu'après tout, ce n'est pas que le sujet non plus des instances représentatives du personnel, c'est le sujet de tout le monde dans nos organisations. Laurent, merci encore. À tout bientôt. À bientôt, ouais. Et merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Petit jingle pour se dire au revoir. À bientôt.